Imaginez une seconde. Vous êtes en train de scroller sur Instagram quand soudain apparaît une vidéo qui vous fait rêver. Des mannequins sublimes sur une plage paradisiaque, des yachts de luxe, des cocktails à volonté sous le soleil des Caraïbes. La promesse d'un festival de musique révolutionnaire, organisé sur une île privée des Bahamas. Pour seulement quelques milliers de dollars, vous pourriez vivre l'expérience de votre vie. Alors vous achetez. Sauf que là, vous venez de vous faire sacrément pigeonner. Parce qu'une fois sur place, vous allez devoir vous battre pour manger, pour dormir, et même pour revenir au pays. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire du Fyre Festival, l'une des plus spectaculaires arnaques montées à l'ère des réseaux sociaux, organisée par un escroc taré. Un homme qui a réussi à frauder 27,4 millions de dollars en vendant du vent. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire d'arnaque et accroche-toi parce que ça va plumer méchamment. Juste avant, très vite, un mot pour vous dire un grand merci parce que la chaîne progresse à fond. En 6 vidéos, on a fait quasiment 1 million de vues. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker les vidéos parce que ça aide énormément. Et encore une fois, merci. On commence. Cette histoire folle commence avec la naissance de William Zervakos McFarland, dit Billy, qui a vu le jour le 11 décembre 1991. Ses parents sont tous deux promoteurs immobiliers et manquent pas de moyens, donc il grandit dans un environnement privilégié à Short Hills, dans le New Jersey. Élève de la prestigieuse Pingree School, il termine ses études secondaires en 2010, avant de s'inscrire à l'université de Bucknell. Sauf que visiblement, il n'est pas fait pour les bancs de l'université, parce qu'il abandonne ses études dès sa première année pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Cette décision impulsive révèle déjà un trait de caractère qui va le définir tout au long de sa carrière. Billy est un éternel impatient. Il veut tout de suite et pour l'avoir, il n'hésite pas à brûler les étapes. La première entreprise qu'il crée se nomme Spling. C'est une plateforme de publicité en ligne que Billy vend comme un concept révolutionnaire. Sauf qu'en réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est plus comme un simple réseau de partage de contenu très similaire à d'autres services existants. Bon, c'est de la merde. Donc sans surprise, la société fait pas long feu, mais Billy en tire une leçon importante. Il comprend que dans le monde des startups, l'apparence compte parfois plus que ce qui se cache réellement derrière. En 2013, à seulement 22 ans, Billy lance sa deuxième entreprise, Magnicies. Le concept ? Une carte noire exclusive destinée aux millennials fortunés, qui promet de leur donner accès aux expériences les plus prestigieuses de leur ville. Moyennant 250 $ par an, les membres ont accès à des concerts privés, des dégustations avec des chefs renommés et des avant-premières dans les meilleures galeries d'art. Pour financer Magnicies, Billy réussit à lever pas moins d'1,5 million de dollars. Il a un talent manifeste quand il s'agit de convaincre les investisseurs, et commence à le comprendre. Ou alors il y en a qui avaient de la thune à faire disparaître. Grâce à cet argent, Billy commence à organiser des événements exclusifs qui attirent rapidement une clientèle jeune et branchée. Mais derrière les paillettes de sa vitrine se cachent déjà les premiers signes de ce qui va devenir sa méthode signature. La surpromesse et surtout la sous-livraison. De nombreux avantages promis aux membres ne se matérialisent jamais, ou s'avèrent bien différents de ce qui était annoncé. Un membre se plaint auprès du Better Business Bureau de n'avoir reçu aucune réponse aux multiples demandes de remboursement qu'il a formulées en plus d'1 mois et demi. Le Better Business Bureau, qui est abrégé BBB, est une organisation américaine qui note la fiabilité des entreprises sur le territoire et qui joue le rôle de médiateur aussi. Et ce plaignant, c'est pas le seul. D'autres découvrent que les événements auxquels ils devaient assister sont souvent annulés au dernier moment, et ce sans explication ou avec des excuses bidons. La deuxième société de l'entrepreneur en herbe est en train de connaître le même sort que la première quand il fait la rencontre qui va changer sa vie, celle du rappeur Ja Rule. C'est en 2015 que Ja Rule, de son vrai nom Jeffrey Bruce Atkins, fait connaissance avec l'univers de Magnicies lors d'une soirée organisée par Billy. Le rappeur qui a connu son heure de gloire au début des années 2000 cherche à se réinventer et à diversifier ses activités au-delà de la musique. Bon, on va pas se mentir, si vous connaissez Ja Rule, c'est sûrement grâce à son feat avec J-Lo. En discutant, Billy et Ja Rule se découvrent pas mal de points communs. Ils aiment tous les deux le luxe, l'ostentation et ont de l'ambition. Ils veulent créer quelque chose de grand. Mais surtout, ils partagent une certaine déconnexion avec la réalité financière et logistique de leur projet pharaonique. D'ailleurs, c'est lors d'un vol vers les Bahamas que naît l'idée qui va mener au désastre. Leur avion privé effectue un arrêt d'urgence sur une île qu'ils découvrent être Norman Sky, l'ancienne propriété privée de Carlos Leder, l'un des barons du cartel de Medellín et proche associé de Pablo Escobar. L'endroit est magnifique. Plage de sable blanc eau cristalline et végétation tropicale luxuriante. Billy et Ja Rule voient immédiatement le potentiel de cette île, parfaite pour accueillir un événement exclusif qui marquera tous les esprits. L'entrepreneur négocie rapidement avec les propriétaires actuels pour louer l'île, et ces derniers acceptent à une seule condition. Aucune référence à Pablo Escobar ne doit être faite quand leur île sera mentionnée dans les campagnes marketing. Tu sens que les mecs ils sont à bout de Pablito.
Bon, Billy accepte et en parallèle, il développe une nouvelle entreprise, Fire Media, et son application mobile, Fire. Elle est censée permettre en théorie de réserver des talents musicaux pour des événements privés. Dans les documents envoyés aux investisseurs, il prétend que Fire Media vaut 90 millions de dollars. Une estimation clairement sortie de son imagination parce qu'en réalité, l'entreprise ne génère qu'environ 60 000 dollars de chiffre d'affaires et le reste vaut pas 90 patates. L'idée du festival émerge comme un moyen de promouvoir l'application Fire. Billy et Ja Rule imaginent un événement qui combine musique, luxe et exclusivité sur l'île paradisiaque qu'ils viennent de découvrir et peuvent potentiellement louer. Pour que leur projet ait l'opportunité de voir le jour, Billy emprunte jusqu'à 7 millions de dollars. Il accepte même un prêt dont le taux d'intérêt annuel s'élève à 120%. Au-delà du fait que ce soit complètement con, il lui manque plus que des ailes pour être un pigeon là. Alors 120% c'est délirant, mais c'est adossé à deux choses. La première, c'est qu'il fait un emprunt d'urgence sur du court terme, donc forcément ça coûte plus cher. La deuxième, et c'est surtout ça qui explique le niveau du taux, c'est que le projet craint à mort. Le prêteur fait juste pas confiance à un rappeur et un mec inconnu au bataillon. Mais le 12 décembre 2016, la stratégie marketing du Fire Festival se déploie avec une précision chirurgicale, et les organisateurs ne lésinent pas sur les moyens. Notamment quand il s'agit de faire la promotion de l'événement, qui on le rappelle, n'est pour l'instant qu'une idée. Aucun chantier n'a démarré sur l'île, et aucun professionnel du secteur n'a été consulté. Il n'y a même pas la trace du moindre devis. Pourtant, quelques 400 influenceurs sont engagés à travers le monde pour faire la promotion du festival, dont plusieurs mondialement connus, à l'image de Kendall Jenner et Emily Ratajkowski, pour ne citer qu'elles. Tous postent simultanément une vidéo mystérieuse sur leur compte Instagram, un carré orange avec un logo de flamme stylisé. La vidéo teasée par tous les influenceurs montre des mannequins en bikini, dont Bella Hadid, qui court sur une plage tropicale paradisiaque avec pour seul texte « Un festival de musique immersif, 2 week-ends transformateurs, aux limites de l'impossible ». À part ça, aucune autre information n'est communiquée. Juste cette promesse énigmatique qui, forcément, attise la curiosité. L'effet est immédiat et surtout phénoménal. En quelques heures, la vidéo cumule des millions de vues et fait le tour de la planète. Billy a compris une règle fondamentale du marketing à l'ère des réseaux sociaux. Le mystère et l'exclusivité génèrent plus d'engouement que les détails concrets. Mais derrière cette campagne bien pensée se cache son premier mensonge majeur. Parce qu'il se trouve que le lieu qu'il tease, il y a déjà plus accès. Cet imbécile n'a pas respecté la seule condition que les propriétaires de No Man's Sky avaient fixée, à savoir pas mentionner Pablo Escobar. Dans sa campagne marketing, il a associé leur île au nom du célèbre narcotrafiquant en long, en large et en travers. Dans la vidéo de promotion, c'est le premier truc qu'on voit. Billy, niveau confiance, c'est comme les mecs qui écrivent relations sérieuses sur Tinder. Résultat, le droit de louer l'île pour pouvoir y organiser son événement lui a été retiré. Après ça, Billy se retrouve donc dans une situation catastrophique. Il a promis aux gens de les envoyer dans un endroit dont il est banni. Et à ce moment-là, il reste que 4 mois avant la date prévue du festival. Et ça va pas en s'arrangeant vu qu'il se mange plusieurs refus d'autres îles privées. Finalement, il obtient l'autorisation du gouvernement bahaméen d'utiliser un site à Rockers Point, sur l'île de Great Exuma. Mais là, on est loin, pour pas dire à l'opposé des prestations qui étaient offertes par No Man's Sky. C'est ni une île privée, ni un lieu paradisiaque, mais un simple parking abandonné, situé près d'un complexe hôtelier inachevé, à côté d'une marina, où les locaux entreposent leurs bateaux. Sauf que Billy a plus d'un tour dans son sac pour niquer les gens. Il rebaptise immédiatement l'endroit Fire Kai et modifie les cartes sur le site web pour faire croire que Rockers Point est une île à part entière. Pendant ce temps, les billets se vendent comme des petits pains. Les prix varient de 500 à 1500 $ pour les billets à la journée et peuvent atteindre 12 000 $ pour les packages VIP qui incluent le transport aérien et l'hébergement en villa de luxe. Les organisateurs voient grand. Très grand. Ils promettent des hébergements dans des dômes géodésiques modernes et écologiques, des repas préparés par des chefs célèbres, et un line-up impressionnant de 33 artistes, incluant Pusha T, Taiga, Blink-182, Major Lazer, Disclosure, Migos et bien d'autres encore. Le festival doit se dérouler sur 2 week-ends, du 28 au 30 avril, puis du 5 au 7 mai 2017. 2 week-ends de folie pure dans un cadre paradisiaque avec des milliers de participants à chaque session. Un tout chèrement vendu. Kendall Jenner a empoché à elle seule entre 250 et 275 000 $ pour une seule publication sur Instagram. Une somme astronomique, qui témoigne de la puissance de son influence sur plus de 100 millions d'abonnés à l'époque. Et même là, tout n'a pas été fait dans les règles. La plupart des influenceurs engagés n'ont pas mentionné qu'ils avaient été payés pour faire la promotion de l'événement. Cette omission, volontaire ou pas, est une violation de la règle de transparence fixée par la Federal Trade Commission. Kendall Jenner a d'ailleurs accepté de payer 90 000 $ dans un règlement à l'amiable en 2020 à cause de ce fameux post. Bon, au final, si on fait les comptes, ça reste rentable. Pour résumer, Billy dépense des fortunes simplement pour maintenir l'illusion
illusion. Et il mise absolument tout sur le marketing. Une fois la vidéo balancée en ligne, il fait voler des mannequins en jet privé aux Bahamas pour tourner des séquences promotionnelles dans des décors paradisiaques. Il loue même de luxueux bateaux dans les quartiers branchés de Tribeca à Manhattan. C'est comme ça qu'il dépense une grande partie des 4 millions de dollars prêtés par l'investisseur Carola Jane, alors que sur les lieux censés accueillir le festival, y a rien. Et justement, derrière la façade dorée que Billy projette, la réalité le rattrape progressivement. Il va de déconvenu en déconvenu. Quand il contacte des entreprises spécialisées dans l'organisation d'événements, celles-ci lui annoncent directement que son projet n'est pas réalisable en l'état. Ça nécessiterait un investissement d'un minimum de 50 millions de dollars et une année complète de préparation pour être monté correctement. Pourtant, Billy et son équipe ne lâchent pas l'affaire. Sans aucune expérience dans l'organisation d'événements de cette ampleur, ils pensent quand même pouvoir s'en sortir pour beaucoup moins cher, et en quelques mois seulement. Du coup, les organisateurs se chargent d'un maximum de choses eux-mêmes, et le résultat est pas fameux. Apparemment, Billy a appris comment louer une scène en faisant une simple recherche Google. On en est là. À mesure que la date du festival approche, les problèmes s'accumulent et déferlent comme une avalanche. En mars 2017, soit à peine un mois avant l'événement, Billy engage Yaron Lavie, un producteur expérimenté qui comprend très vite que la situation est désespérée. L'homme découvre que l'endroit où doit se tenir le Fire Festival n'est rien de moins qu'un chantier chaotique. Sur l'île, aucune infrastructure n'est en place, et les fameuses villas de luxe n'existent que dans l'imagination de Billy. Plus grave encore, il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni assainissement adapté pour accueillir les 5000 personnes attendues. Aïe aïe aïe, le producteur recommande fortement à Billy de reporter l'événement à novembre. Mais il refuse. Il a déjà vendu tous les billets, dépensé la plupart des fonds, et il sait que toute annulation révélerait l'ampleur de son escroquerie. La situation financière devient alors également catastrophique. La société Comcast Ventures, qui envisageait d'investir 25 millions de dollars dans l'application Fire, retire finalement son offre quelques jours avant le festival. Désespéré, Billy obtient 3 millions de dollars de financement temporaire auprès d'Ezra Birnbaum, avec l'obligation de rembourser au moins 500 000 dollars dans les 16 jours. Et pour pouvoir récupérer cette somme rapidement, il met en place un système particulièrement vicieux. Alors là, préparez-vous. Il annonce la création de Fire Bonds, des bracelets RFID présentés comme un système de paiement dématérialisé révolutionnaire, qui sont en réalité rien de moins qu'un piège. Et malheureusement pour eux, les festivaliers y croient, et en achètent. En voyant que beaucoup mordent à l'hameçon, Billy les encourage à précharger leurs bracelets avec des milliers de dollars. L'entrepreneur mythomane n'hésite pas à affirmer que les dépenses sur place s'élèveront à des montants de 300 à 500 dollars par jour de festival. Et ça marche, parce qu'environ 2 millions de dollars sont ainsi récupérés auprès des futurs participants, dont 40% servent à rembourser immédiatement le prêt octroyé par Birnbaum. Billy s'enfonce dans ses mensonges et fait le choix le plus cynique qui soit. Plutôt que d'annuler le festival et d'assumer qu'il a merdé en beauté, il décide de le maintenir, en sachant pertinemment quelle déception cuisante attend tous ceux qui ont cru en ses promesses. Mais ce qui va suivre va dépasser de loin toutes les prévisions les plus pessimistes, parce que ce qui devait être le festival de luxe ultime va se transformer en cauchemar tropical digne d'un film d'horreur. Le 27 avril 2017 au matin, les premiers vols affrétés décollent du Miami International Airport vers Great Exuma. Ils transportent des centaines de festivaliers surexcités qui s'attendent à vivre l'expérience de leur vie. Et ça va être le cas, mais j'ai pas dit que ça serait bien. À bord, l'ambiance est festive. Les passagers prennent des selfies et partagent leur excitation sur les réseaux sociaux. Ils ignorent encore qu'ils se dirigent vers l'un des fiascos les plus spectaculaires de l'histoire des festivals. L'atterrissage est brutal, et là je parle pas de celui des avions. Dès 6h20, heure d'arrivée du premier vol, les participants découvrent une réalité qui n'a rien à voir avec ce qui leur a été promis. En lieu et place des jets privés luxueux vantés dans les publicités, ils voyagent dans d'anciens avions commerciaux transformés de manière très basique. L'île paradisiaque privée sur laquelle ils atterrissent n'est pas non plus celle qu'ils s'attendaient à voir. Ils se retrouvent sur une île ordinaire des Bahamas, pourvue d'un aéroport standard. Un cadre dans lequel ces jeunes fortunés qui mènent une belle vie n'ont pas l'habitude de se retrouver. Ça se trouve, nous on aurait trouvé ça cool. Ils sont donc déjà choqués en débarquant, mais c'est rien en comparaison de ce qu'ils s'apprêtent à vivre. Le transfert vers le site du festival leur réserve une nouvelle déception de taille. Les navettes luxueuses promises ne viennent pas. Ce sont de vieux bus scolaires jaunes qui les transportent vers Rockers Point. Dans l'après-midi,
Blink-182 officialise son retrait via Twitter. Le groupe explique ne pas avoir confiance dans la capacité des organisateurs à offrir la qualité de performance habituelle. C'est le signal d'alarme définitif. Aucun concert n'aura finalement lieu, personne va venir. Mais c'est quand ils arrivent sur le site, sur les coups de 19h30, que le choc est finalement total pour les festivaliers. Il n'y a aucune villa de luxe, et encore moins des dômes géodésiques modernes à l'endroit où on les dépose. Ils sont largués sur un terrain vague parsemé de tentes FEMA. Des tentes normalement destinées à fournir un abri rapide aux personnes déplacées d'urgence en raison de catastrophes naturelles. Les jeunes sont aussi paniqués que déçus, et les premiers posts commencent à fuser sur les réseaux sociaux. Le chaos engendré par Billy prend forme, et il est d'autant plus important que la météo en a rajouté une couche. La pluie tombée le matin même a transformé le site en bourbier, et les tentes ne sont pas étanches. En plus, beaucoup de matelas avaient été entassés à l'extérieur. Résultat, ils sont trempés et complètement inutilisables. Et c'est pas l'organisation qui va pouvoir aider les festivaliers, parce qu'elle est pas là. Pour ainsi dire, il y a personne qui peut indiquer aux gens où ils doivent dormir, où ils peuvent se restaurer, ou même où se trouvent leurs affaires. Il n'y a pas non plus de réel service médical ou de sécurité. Les festivaliers continuent à affluer par centaines sur les lieux, et rapidement, la distribution des tentes tourne au cauchemar. Ils se ruent vers les abris de fortune, et la peur de dormir dehors, potentiellement sous la pluie, fait ressortir le pire chez pas mal d'entre eux. Les plus rapides volent les matelas qui se trouvent dans d'autres tentes, quand certains urinent sur les matelas des tentes voisines, juste pour décourager d'éventuels intrus. La gestion des bagages est à l'image du reste. Ça part dans tous les sens. Les valises sont littéralement jetées depuis des conteneurs de stockage dans la nuit noire, sans aucun éclairage. L'absence totale d'infrastructures de base devient elle aussi rapidement critique. Il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de lumière et seulement quelques toilettes portables pour des milliers de personnes. C'est un carnage. La connexion internet sur place est mauvaise, donc le fameux système de paiement par bracelet RFID fonctionne pas. Les milliers de dollars sont bloqués. Un tout qui laisse de nombreux participants complètement démunis. Démunis et potentiellement bourrés. Parce que pour tenter de retarder l'inévitable émeute à laquelle ils s'attendent, les organisateurs ont noyé les premiers arrivants dans l'alcool. Ils ont été emmenés dans un bar local et abreuvés de tequila gratuite pendant que l'équipe tentait désespérément de finaliser l'installation du site. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient finalement. Nombre de festivaliers sont arrivés sur le campement complètement ivres, et c'est dans cet état qu'ils ont découvert l'ampleur du désastre. Et une fois là-bas, pas question de compter sur la délicieuse nourriture promise pour éponger tout ça. Les repas gastronomiques censés être préparés par le célèbre chef Steven Starr sont pour le moins décevants. Ils se résument à une tranche de fromage posée sur du pain de mie, accompagné de quelques feuilles de salade et de vinaigrette. Les photos de ces sandwichs miteux font rapidement le tour du monde et deviennent le symbole universel de l'échec du festival. Pour tous ces jeunes privilégiés habitués au luxe, le choc est immense. Certains n'ont même peut-être jamais mangé un sandwich de leur vie. Franchement, à ce stade, si je suis à la place de Billy, je dis que c'était pour donner une leçon aux riches. J'essaye de retourner le truc à mon avantage, du genre profitez de ce que vous avez, un truc comme ça. Bon, par contre, après la tombée de la nuit, la situation dégénère complètement. Dans la nuit, les festivaliers affamés se battent littéralement pour la nourriture et se ruent vers les camions de livraison. Des vidéos montrent des participants hurler et se bousculer pour attraper quelques provisions. Des appels sont même passés à l'ambassade américaine pour qu'elle envoie du secours sur place. Les gens ont aussi peur du moment où leur téléphone va arriver à court de batterie, notamment parce que c'est la seule source de lumière qu'ils ont. Parce que oui, quand il n'y a même pas de chiottes, il n'y a forcément pas des masses de prises électriques pour pouvoir charger son portable non plus. Peu à peu, le site se transforme en une sorte de zone de guerre, dans laquelle chacun lutte pour s'accaparer tout ce qu'il peut trouver. Matelas, couverture, nourriture ou produits d'hygiène, l'accès à tous les produits basiques de première nécessité est fortement restreint. Dans la soirée, quelques musiciens locaux montent sur la scène de fortune qui a été installée pour jouer pendant une poignée d'heures. Une performance musicale qui constitue la seule et unique qu'il y aura durant tout le festival. Vers minuit, l'annonce officielle tombe. Le Fire Festival est reporté à une date indéterminée et les participants vont être rapatriés dès que possible. Mais même là, rien n'est géré correctement. L'évacuation tourne au désastre. Le gouvernement bahaméen interdit temporairement les vols au départ d'Exuma et bloque des centaines de personnes sur l'île. Beaucoup de festivaliers ont déjà fui les lieux depuis un moment et ceux qui sont restés doivent se débrouiller pour le faire par leurs propres moyens. Certains paient des locaux pour qu'ils les conduisent directement à l'aéroport, mais une fois arrivés là-bas, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas encore tirés d'affaire. Des dizaines et des dizaines de jeunes dorment par terre dans le terminal. Après des heures et des heures d'attente, le premier vol retour prévu à 1h30 du matin le 28 avril
a été reporté. Les passagers sont donc bloqués à l'aéroport sans nourriture, eau ou climatisation. L'évacuation s'étale finalement sur plusieurs jours et des vols sont affrétés en urgence pour rapatrier aux États-Unis les participants bloqués. Un festivalier témoigne du fait que le pilote de son avion a demandé à ses passagers de descendre à Miami parce qu'il devait faire demi-tour immédiatement. Il devait repartir pour pouvoir évacuer d'autres personnes de l'île de Great Exuma le plus rapidement possible. Et comme Miami, c'est le premier point de chute, tout le monde descend. Mais pendant que le monde entier se moque des riches millennials piégés par leur propre naïveté, une tragédie bien plus grave se joue dans l'ombre. Celle que traversent des centaines de travailleurs bahaméens qui ont tout donné pour que ce festival voie le jour sans jamais être payé. Parmi eux, Marianne Roll, propriétaire de l'Exuma Point Bar and Grill, qui devient le visage de cette injustice. Cette femme courageuse et sa petite équipe ont travaillé jour et nuit pendant des semaines pour préparer jusqu'à 1000 repas par jour. Ces locaux étaient persuadés que le festival allait être un succès qui apporterait prospérité et reconnaissance à leur île. Billy et son équipe ont promis des paiements réguliers à Marianne, mais elle n'en a jamais vu la couleur. Quand elle a réclamé son dû, on lui a assuré que les virements étaient en cours et que les retards étaient juste dus à des problèmes techniques. Croyant qu'elle allait être payée la semaine suivante, Marianne a fait confiance aux organisateurs du festival. Elle a donc continué à travailler et a même engagé des employés supplémentaires. Quand le festival s'effondre, la gérante du restaurant découvre l'horrible vérité en même temps que tous les participants. Sur le moment, elle se dit qu'elle ne recevra jamais un centime des 140 000 $ que les organisateurs lui doivent. Pire encore, elle a déjà payé de sa poche 50 000 $ puisés dans ses économies personnelles pour rémunérer ses employés. À cause du Fire Festival, elle est à présent dans une situation financière catastrophique. Son entreprise est endettée, elle-même aussi personnellement, et ses projets d'avenir anéantis. Dans une interview poignante, elle explique avoir perdu les économies d'une vie, qui représentait son fonds de secours pour les jours difficiles. Tout est parti en fumée à cause des mensonges de Billy, et l'histoire de Marianne n'est malheureusement pas une exception. Des centaines d'autres travailleurs bahaméens se sont retrouvés dans la même situation. Au total, plus de 250 000 $ de salaire n'ont jamais été versés à ces familles modestes, qui ont fait confiance aux organisateurs du festival. Dans les derniers jours précédant l'événement, certains de ces travailleurs ont été contraints de charbonner jusqu'à 21 heures par jour. Ils ont dormi que 3 heures par nuit, et œuvré dans des conditions qui s'apparentaient à de l'exploitation. Billy leur a fait miroiter des primes exceptionnelles, censées leur être versées s'ils tenaient le rythme, en sachant parfaitement qu'il ne pourrait jamais les payer. Il faut attendre 2019 et la sortie des documentaires Netflix et Hulu sur Fire Festival pour que l'histoire de Marianne touche enfin le grand public. Une campagne GoFundMe est lancée en sa faveur et récolte plus de 200 000 $ en quelques jours. Témoignage de l'émotion suscitée par ce qu'elle a subi. Mais pendant que les victimes bahaméennes plongent dans la précarité et que les festivaliers rentrent chez eux avec des anecdotes à raconter, de son côté, Billy refuse de faire profil bas. Incapable d'apprendre de ses erreurs, il va même faire tout l'inverse et commettre la plus grosse bourde de sa vie. Billy va se croire assez malin pour monter une nouvelle arnaque sous le nez du FBI, une audace qui va lui coûter très cher. Dès le lendemain de l'effondrement du festival, Billy fait face à une avalanche de poursuites judiciaires. Ça, c'est l'inconvénient de pigeonner les riches. Le 1er mai 2017, soit 3 jours seulement après le début du désastre, un avocat dépose un recours collectif au nom de participants floués. Il demande 100 millions de $ de dédommagement pour ses clients. Les chefs d'accusation s'accumulent contre Billy. Fraude, rupture de contrat, négligence ou encore fausse représentation. Les plaignants dénoncent non seulement les conditions déplorables dans lesquelles ils ont été accueillis, mais aussi le système de paiement dématérialisé. Celui-ci a trompé de nombreux participants qui, une fois sur les lieux, se sont retrouvés piégés parce qu'ils n'avaient pas d'argent liquide sur eux. Cependant, malgré les procédures conséquentes dont Billy fait l'objet, le FBI ne se laisse pas berner. Pour l'organisation fédérale, il est clair que l'affaire est beaucoup plus grave que ça. Le 21 mai 2017, le New York Times révèle que Billy et ses associés font l'objet d'une enquête pénale fédérale pour fraude postale, fraude électronique et fraude aux valeurs mobilières. Les investigations sont supervisées par le procureur fédéral du district sud de New York, connu pour pas faire de cadeaux aux criminels en col blanc. Le 30 juin, Billy est arrêté et inculpé d'un chef de fraude électronique. Libéré contre le paiement d'une caution de 300 000 $, il est assigné à résidence et doit pointer régulièrement chez un agent de probation. C'est là qu'il commet une énième erreur. Je vais être honnête, j'ai arrêté de les compter. Au lieu de profiter de sa liberté conditionnelle pour préparer sa défense et faire amende honorable, il lance immédiatement une nouvelle escroquerie appelée NYC VIP Access. Le principe est simple, mais efficace. Billy vend des billets pour des événements exclusifs, comme le Met Gala, Burning Man ou Coachella.
Des événements pour lesquels il n'a évidemment aucun billet ou aucun accès privilégié à vendre. Le plus ironique dans cette histoire, c'est qu'il se fait filmer à son insu pendant qu'il organise cette seconde grosse arnaque. Les images, captées par l'équipe du documentaire Netflix, le montrent en train d'expliquer calmement à ses complices comment appâter des clients pour les tromper. Le tout alors qu'il est déjà sous le coup d'une enquête fédérale. Mais les comportements déplacés et demandes problématiques ne datent pas d'hier chez lui. L'un des témoignages les plus saisissants du documentaire Netflix révèle d'ailleurs jusqu'où il était prêt à aller pour sauver son festival. Andy King, un producteur d'événements travaillant pour Billy, y a raconté une anecdote devenue culte. Quelques jours avant le festival, des camions remplis d'eau Evian sont restés bloqués en douane aux Bahamas. Les autorités réclamaient 175 000 $ de frais d'importation. Alors Billy a appelé Andy pour lui adresser une requête aussi inattendue qu'absurde. L'homme a demandé à son employé, qui est homosexuel, de bien vouloir faire une fellation au douanier pour qu'il accepte de laisser passer les camions d'eau. Et Andy était prêt à s'exécuter. Sauf que le douanier a été compréhensif et a simplement demandé le paiement des frais d'importation, pas besoin de plus. Pour en revenir à Billy, il est formellement accusé de fraude au billet le 12 juin 2018 pour l'histoire de NYC VIP Access. Quelques mois auparavant, face aux preuves entassées contre lui dans le cadre de l'affaire du Fyre Festival, il avait déjà plaidé coupable de 2 chefs de fraude électronique. Il a reconnu avoir utilisé de faux documents pour attirer des investisseurs et avoir escroqué 27,4 millions de $. Le 11 octobre 2018, le juge prononce la sentence. Il doit purger 6 ans de prison et rembourser 26 millions de $ volés. La juge Naomi Reiss-Burwald ne mâche pas ses mots. Elle décrit Billy comme un escroc en série, qui a montré un mépris total pour le système judiciaire. Mais tiens, qu'en est-il de Ja Rule, l'autre cofondateur du festival ? Contrairement à Billy, le rappeur n'est pas poursuivi au pénal. Il fait face à plusieurs procès civils, mais parvient à s'en sortir en grande partie indemne. Sa stratégie de défense se présentait comme une victime de Billy. Ja Rule clame haut et fort que lui aussi a été escroqué, trompé, embobiné, berné et égaré par son associé. Il affirme avoir eu un rôle de haut niveau non opérationnel dans l'organisation et prétend que Billy a détourné sa vision artistique en utilisant son nom et sa notoriété. Le rappeur va jusqu'à dire qu'il découvre certains détails de l'arnaque en regardant les documentaires, comme s'il n'avait jamais été présent dans les réunions de préparation. En novembre 2019, un juge fédéral de Manhattan met Ja Rule hors de cause. Il estime qu'il n'a pas pu être prouvé que sa promotion sur les réseaux sociaux avait directement poussé les plaignants à acheter des billets. Cette différence de traitement entre les 2 cofondateurs soulève des questions. Billy était-il vraiment le seul aux commandes de l'escroquerie ou Ja Rule a-t-il simplement eu de meilleurs avocats ? La vérité se situe probablement entre les deux. Si Billy était le cerveau opérationnel de l'arnaque, Ja Rule connaissait forcément l'état catastrophique des préparatifs. Et il a choisi de fermer les yeux tant que ça servait sa promotion personnelle ou qu'il pouvait essayer de gagner un peu d'argent. Après sa condamnation, Billy entame sa peine de prison au Federal Correctional Institution d'Elkton, dans l'Ohio. Loin des paillettes de Manhattan et des plages des Bahamas, il découvre la réalité carcérale américaine. Un environnement qui va temporairement calmer ses ardeurs entrepreneuriales. J'ai bien dit temporairement. Bah oui, parce qu'il tente tout de même de créer un podcast en utilisant le téléphone de l'établissement pénitentiaire, puis d'écrire un livre en dictant ses notes vocales. Le personnel de la prison voit pas ses activités d'un bon œil et le punit en le plaçant à l'isolement. En avril 2020, alors que la pandémie bat son plein, Billy demande une libération compassionnelle au motif que son asthme le rend particulièrement vulnérable au virus. Sa demande est rejetée, mais ironiquement, il contracte bel et bien le Covid 3 mois plus tard. Durant ces années d'incarcération, il a tout le temps pour réfléchir à son prochain gros projet. Il rédige un plan de plus de 50 pages qui explique comment il va capitaliser sur l'intérêt général pour Fyre et sa capacité à rassembler des gens du monde entier pour réaliser l'impossible. Cette phrase à elle seule démontre l'étendue du narcissisme de Billy. Même après avoir causé des millions de $ de pertes et ruiné la vie de centaines de personnes, il considère toujours le Fyre Festival comme un succès marketing, dont il peut éventuellement tirer profit. Le 30 mars 2022, après avoir purgé moins de 4 ans de sa peine de 6 ans, Billy est remis en liberté et transféré dans un centre de réinsertion. Sa libération anticipée suscite la controverse parce que beaucoup estiment qu'il n'a pas assez payé pour ses crimes. Mais le plus incroyable reste à venir. Billy va faire preuve d'un culot extraordinaire, auquel personne ne s'attendait. À peine sorti de sa cellule, il annonce au monde entier qu'il remet ça. Oui, vous avez bien entendu. Billy a l'audace inouïe d'annoncer un Fyre Festival 2.
Dès septembre 2022, Billy retrouve sa liberté complète. Cependant, il reste sous surveillance pendant 3 ans avec l'obligation de travailler au moins 30 heures par semaine. Il est également contraint de continuer à rembourser les 26 millions de dollars qu'il doit encore à ses victimes. En octobre 2022, Billy annonce sur TikTok et YouTube son nouveau projet d'entreprise, PYRT, qu'il décrit comme une réalité virtuelle immersive sur une île. Vanity Fair est plus prosaïque dans sa description et en parle comme un Fire Festival bis sans les problèmes de capacité. Le gouvernement des Bahamas réagit immédiatement en déclarant considérer Billy comme un fugitif et refuse d'endosser tout événement associé à son nom. Le 8 avril 2023, l'escroc fait son grand retour médiatique en annonçant sur Twitter que Fire Festival 2 va enfin avoir lieu. Le fait qu'il ose balancer ça, comme ça, à peine 1 an après sa sortie de prison, stupéfie le monde entier. Faut avoir des couilles en titane quand même pour faire un truc pareil. Il prétend avoir déjà sécurisé le financement de l'événement et met en vente les 100 premiers billets à 499 $ pièce. Alors qu'aucune information n'a été donnée au sujet du lieu, de la date ou de la programmation musicale, le site annonce que les billets se sont tous vendus en une journée. Soi-disant, parce qu'il n'y a aucune preuve que c'est la vérité. En août 2023, Billy révèle que le festival aura lieu à la fin 2024 dans les Caraïbes. Le site web reste volontairement vague au sujet de l'événement. Il ne communique aucun détail concret sur son organisation ou son contenu. Ça, c'est le seul point que Billy a appris de ses erreurs précédentes. Moins il promet de choses, et moins il risque d'être accusé de fraude. Ce n'est qu'en septembre 2024 qu'il précise enfin les détails. Le festival doit avoir lieu du 25 au 28 avril 2025 et 3000 participants sont attendus. Les billets les moins chers coûtent 1400 $, tandis que les packages les plus luxueux destinés au groupe atteignent le prix d'1,1 million de $. Ils garantissent l'accès à des yachts privés, à de la plongée sous-marine et à des voyages entre plusieurs îles. Mais Billy étant Billy, les dates et la nature du festival changent au gré de ses déclarations. Le 24 février 2025, lors de sa grande annonce médiatique dans l'émission Today sur NBC, il revient sur absolument tout ce qu'il avait dit quelques mois plus tôt. Fire Festival 2 aura finalement lieu du 30 mai au 2 juin 2025 sur Isla Mujeres, au large de Cancún au Mexique. Il promet un événement électrisant célébrant la musique, les arts, la cuisine, la comédie, la mode, les jeux, les sports et même la chasse au trésor. Billy insiste sur le fait que cette fois, il ne s'occupera pas de la logistique lui-même et prétend avoir engagé une société de production incroyable qui gère tout de A à Z. Seulement, quand on lui demande de donner le nom de cette entreprise, il refuse de la révéler et botte en touche, ce qui alimente immédiatement les soupçons. Comme on pouvait s'y attendre, l'histoire du Fire Festival 2 tourne elle aussi rapidement au fiasco. Le 27 février 2025, les autorités touristiques d'Isla Mujeres, du Quintana Roo et les hôtels listés sur le site du Fire Festival déclarent tous ne rien savoir de cet événement. Personne n'a reçu de demande ou a été approché par ses organisateurs. Billy vient de prendre une première baffe. Et c'est pas terminé. Une enquête menée par le New York Times révèle ensuite que les coordonnées GPS auxquelles le festival est censé avoir lieu sont bidons. Elles pointent vers un endroit dans l'océan où il y a littéralement aucune terre. Billy essaie de se raccrocher aux branches, mais il le fait d'une façon assez maladroite. Au mois de mars, le compte Instagram du festival change discrètement sa localisation pour Playa del Carmen, sans que personne ne donne aucune explication. Et là encore, la réaction publique ne se fait pas attendre. Le 2 avril, un responsable de la ville de Playa del Carmen déclare officiellement sur les réseaux sociaux qu'aucun festival ne doit s'y tenir prochainement. Il affirme au passage que toutes les rumeurs à ce sujet sont fausses. Alors Billy contre-attaque le 4 avril. Il publie sur Instagram des copies de permis que le Fire Festival 2 aurait obtenu pour un événement au Martina Beach Club de Playa del Carmen. L'ennui, c'est qu'encore une fois, ça cadre pas du tout avec ce qui a été dit auparavant. Ces permis existent, mais ils ne couvrent que 2 soirées de 4 heures qui sont supposées avoir lieu les 30 mai et 1er juin 2025, de minuit à 4 heures du matin. Des soirées au cours desquelles seule de la musique enregistrée sera passée, qui en plus seront limitées à 250 participants. On est donc loin, voire même très loin des super concerts et des 3000 personnes annoncées sur plusieurs jours. C'est ainsi que le 16 avril 2025, l'inévitable se produit. Fire Festival 2 est officiellement reporté à une date non déterminée. Une annonce est faite sur le site web quelques jours plus tard pour l'indiquer, en précisant bien qu'il sera reprogrammé à une date ultérieure. Les détenteurs de billets reçoivent un message leur signalant que le festival est annulé et qu'ils ont la possibilité de bénéficier d'un remboursement. Mais Billy ne s'avoue pas vaincu pour autant. Le 24 avril, il déclare que la marque Fire Festival est à vendre. Billy affirme qu'elle est devenue trop importante pour être gérée par une seule personne. Elle a besoin d'une équipe avec de l'expérience et des infrastructures pour réaliser son plein potentiel. Une déclaration qui révèle involontairement la véritable nature du problème. Son incapacité fondamentale à pouvoir organiser réellement un événement de
cette ampleur. Son histoire montre comment les réseaux sociaux peuvent transformer n'importe quel mensonge en vérité apparente, pourvu qu'il soit suffisamment bien présenté, mais aussi relayé par les bonnes personnes. Et ça passe. Kendall Jenner, qui a perçu une somme colossale pour publier un seul post Instagram, a démontré le pouvoir terrifiant des influenceurs dans la manipulation de l'opinion publique. Billie incarne en vérité à la perfection cette génération d'entrepreneurs qui ont grandi en croyant que la communication peut remplacer la compétence. Les vraies victimes dans cette histoire ne sont pas les riches américains qui ont perdu quelques milliers de dollars en vacances ratées. Ce sont les travailleurs bahaméens comme Marianne Roll qui ont fait confiance à un système qui les a broyés sans remords. Leur voix, longtemps ignorée, rappelle que derrière chaque escroquerie montée par des cols blancs, se cachent souvent des familles modestes qui paient le prix fort. En attendant la prochaine escroquerie de Billie, parce qu'il est à peu près sûr qu'il y en aura une autre, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo. Si vous êtes arrivé au bout, écrivez festival en commentaire. Merci de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.